Je m'appelle Claire, et si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a fallu des années pour comprendre que certaines blessures naissent non pas dans la rue ou dans l'injustice du monde extérieur, mais à l'intérieur même de la famille. J'ai grandi à Lyon, dans un appartement modeste, avec mes parents et ma sœur cadette, Élodie. Aux yeux de tous, nous étions une famille ordinaire, presque exemplaire. Un père travailleur, une mère attentive et 2 filles inséparables. En apparence seulement. Quand nous étions petites, tout semblait simple. Nous jouions aux poupées dans la chambre, nous inventions des pièces de théâtre improvisées dans le salon, et nous rions jusqu'à tard dans la nuit sous les couvertures. Mais même dans ces moments de complicité enfantine, je sentais parfois une ombre. Un regard trop insistant d'Élodie quand je recevais un compliment, une moue boudeuse quand on m'applaudissait à l'école pour une bonne note. J'essayais de ne pas y prêter attention. Après tout, n'est-ce pas normal qu'une sœur veuille briller autant que l'autre? Avec le temps, ces signes se sont renforcés. J'étais naturellement appliqué dans mes études, passionné de lecture et d'écriture. Les professeurs m'encourageaient, et mes parents me félicitaient. Élodie, elle, avait d'autres qualités. Elle était vive, drôle, savait attirer les regards et séduire tout le monde avec son charme spontané. Mais cela ne lui suffisait jamais. Elle voulait mes résultats, mes compliments, ma place. Je m'en rendais compte lors des repas de famille. Quand une tante me félicitait pour un prix littéraire, Élodie coupait court à la conversation en lançant une blague, attirant les rires et changeant de sujet. Quand je montrais une bonne note, elle prétendait avoir fait encore mieux à un devoir qui n'était jamais rendu. Et mes parents, pris entre nous deux, se contentaient de sourire, sans jamais voir cette compétition invisible qui se construisait dans son regard. L'adolescence a amplifié le fossé. J'avais trouvé ma voie dans la littérature et le théâtre. Je rêvais de monter à Paris pour entrer dans une grande école. Élodie, de son côté, multipliait les activités, mais sans s'y investir vraiment. Un jour la danse, un autre jour le chant, puis le sport. Rien ne durait. Et derrière son énergie, je percevais de la frustration. Un soir d'hiver, je l'ai surprise dans ma chambre, en train de feuilleter mon journal intime. Elle ne s'est même pas excusée. Elle m'a juste regardé avec ce sourire en coin que je connaissais trop bien et a murmuré. « Tu crois vraiment que tu es meilleure que moi, Claire ?» Je n'ai rien répondu. Mais ce soir-là, j'ai senti que quelque chose se brisait. Ce n'était plus seulement de la jalousie. C'était une blessure profonde qui allait un jour éclater. Les années de lycée passèrent vite. J'obtins mon baccalauréat avec mention et je fus accepté dans une prestigieuse faculté de lettres à Paris. C'était mon rêve, quitter Lyon, découvrir une nouvelle vie, me plonger dans mes passions. Élodie, elle, resta à Lyon, inscrite dans une filière qu'elle n'aimait pas vraiment. Elle me dit « Vas-y, amuse-toi dans ta grande ville. Moi, je trouverai ma propre voie. » Ces mots semblaient sincères, mais son regard trahissait autre chose, une rancune sourde. À Paris, tout allait bien au début. J'avais de nouveaux amis, je découvrais la liberté, la beauté de la capitale. Chaque soir, je racontais mes expériences à mes parents au téléphone, et je sentais leur fierté. Mais peu à peu, quelque chose changea. Certains amis commencèrent à s'éloigner de moi, comme si des rumeurs circulaient. Des professeurs me regardaient avec suspicion, alors que j'étais studieuse et appliquée. Un jour, une camarade me dit « On raconte que tu as triché à l'examen de littérature. » J'étais choqué. Moi, tricher? J'avais passé des nuits entières à travailler. Mais l'information semblait s'être répandue. Je compris très vite l'origine. En consultant mes réseaux sociaux, je découvris des messages anonymes, des montages où l'on insinuait que j'achetais mes copies. Les adresses IP venaient de Lyon. Mon sang se glaça. Qui d'autre, sinon Élodie, pouvait avoir intérêt à salir mon nom? J'appelai mes parents, bouleversé. Mais ma mère me dit simplement « Élodie jure qu'elle n'a rien à voir avec ça. Tu es peut-être trop stressée, Claire. » Encore une fois, on ne me croyait pas. Les mois suivants furent un cauchemar. Mon dossier universitaire fut temporairement bloqué à cause d'une plainte anonyme. J'avais perdu un stage que j'attendais depuis des mois. Et, comme pour confirmer mes soupçons, je découvris qu'Élodie avait postulé, au même stage, avec un dossier très similaire au mien. Elle avait copié mes lettres de motivation. Je me sentais trahi, dévasté. J'allai à Lyon un week-end pour la confronter. Je la trouvai dans sa chambre, l'air faussement innocent. Quand je lui demandai pourquoi elle avait fait ça, elle répondit avec froideur. « Parce que tu n'as pas le droit d'avoir tout, Claire. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Elle ne me voyait plus comme une sœur, mais comme une rivale à abattre. À partir de là, je décidai de ne plus rester silencieuse. J'ai commencé à collecter les preuves, capture d'écran des messages, témoignages de camarades, copies des candidatures. Chaque élément formait un dossier.
Mais au fond de moi, j'avais mal. Car ce n'était pas seulement une bataille académique, c'était ma propre sœur qui détruisait ma vie. Les semaines qui suivirent furent un mélange de colère et de désespoir. Plus j'avançais dans mes recherches, plus les preuves s'accumulaient contre Élodie. J'avais ses messages, ses faux profils sur les réseaux sociaux, ses candidatures copiées mot pour mot. Tout pointait vers elle. Mais mes parents refusaient de voir la vérité. À chaque fois que je leur en parlais, ma mère soupirait. « Claire, tu exagères. Élodie est peut-être maladroite, mais elle ne ferait jamais ça. » Je me sentais seul, isolé, comme une étrangère dans ma propre famille. Un soir, j'ai pris une décision radicale. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires familiales et les litiges universitaires. Je lui ai montré toutes mes preuves. Il resta silencieux quelques minutes, puis dit d'une voix ferme. « Mademoiselle, si tout cela est vrai, votre sœur a commis une fraude et une usurpation d'identité. Vous devez porter plainte. » Ces mots me firent l'effet d'un choc. Porteur plainte. Contre ma propre sœur? Mais que restait-il d'autre? Le procès débuta quelques mois plus tard. Ce fut l'une des périodes les plus dures de ma vie. Dans la salle d'audience, Élodie jouait le rôle de la victime. Elle pleurait, elle affirmait que je l'accusais par jalousie, que je voulais la détruire. Et mes parents, assis derrière, ne savaient plus qui croire. Les premiers témoignages furent hésitants. Mais quand mon avocat présenta les copies exactes de mes lettres de motivation, retrouvées dans son dossier de stage, le silence tomba dans la salle. Élodie détourna le regard. Puis vinrent les captures d'écran, les messages envoyés depuis son ordinateur, les relevés bancaires montrant de petites sommes détournées. Peu à peu, le masque tombait. Je regardais ma sœur, assise à quelques mètres de moi. Son visage passait de la colère à la honte, puis à la peur. Pour la première fois, je voyais Élodie sans ses artifices, sans son sourire charmeur. Juste une jeune femme prise au piège de ses propres mensonges. Le juge fut clair. Élodie avait falsifié des documents et usurpé mon identité. Elle écopa d'une peine avec sursis, dut rembourser les sommes volées et suivre un suivi psychologique obligatoire. Ce jour-là, en sortant du tribunal, j'ai ressenti une étrange sensation, un mélange de soulagement et de vide. J'avais gagné, oui, mais j'avais perdu une sœur. Les mois qui suivirent le procès furent étranges. Ma sœur ne vivait plus à la maison. Elle suivait une thérapie imposée par le juge et faisait des travaux d'intérêt général. Quant à moi, je continuais mes études, enfin libéré de son ombre. Au début, je croyais que tout était terminé entre nous. Comment pardonner? Comment retrouver une sœur après tant de trahisons? Mais au fil du temps, quelque chose changea en moi. Un soir, j'ai reçu une lettre. Une longue lettre, écrite de la main d'Élodie. Pas de mensonges, pas d'excuses superficielles. Elle racontait sa jalousie, son sentiment d'infériorité, son incapacité à se réjouir pour moi. Elle avouait avoir eu peur que je réussisse là où elle avait échoué. À la fin, elle écrivait simplement « Je ne demande pas ton pardon aujourd'hui. Je veux seulement que tu saches que je travaille sur moi. Et si un jour tu veux me revoir, je serai là. » Cette lettre a bouleversé quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais rêvé d'entendre un mot sincère de sa part. Et pour la première fois, il me semblait vrai. Quelques mois plus tard, nous avons accepté de nous rencontrer dans un café. J'étais nerveuse, elle aussi. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle paraissait plus fragile, mais aussi plus authentique. Nous avons parlé longtemps. Pas comme avant, pas comme deux sœurs complices, mais comme deux femmes qui tentaient de reconstruire un lien brisé. Elle m'a demandé pardon. Et cette fois, je l'ai cru. Le chemin du pardon n'a pas été instantané. Il a fallu du temps, des discussions, des silences, des larmes. Mais peu à peu, nous avons retrouvé une forme de complicité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des sœurs parfaites. Nous avons nos cicatrices, notre passé. Mais nous avançons. Je sais qu'elle fait des efforts, qu'elle travaille, qu'elle a changé. Et moi, j'ai appris que la justice ne détruit pas forcément les liens. Parfois, elle les purifie. Ce que j'ai vécu m'a transformé. J'ai compris que même dans les trahisons les plus douloureuses, il existe une chance de renaissance. Et si quelqu'un m'avait dit, au début de cette histoire, que je finirais par tendre la main à ma sœur, je n'y aurais jamais cru. Mais la vie, parfois, écrit des fins qu'on n'oserait pas imaginer.